Salut les photographes, est-ce qu'il y a encore de la place pour innover sur le matériel photo? Il y a plusieurs appareils photo qui sont sortis sans grande innovation, c'est pas super excitant. À côté de ça, par contre, dans les logiciels, il y a énormément d'innovation en ce moment, dans les logiciels de traitement de photos. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On va voir Luminar, on va voir Photoshop, on va voir Lightroom, où il y a énormément de nouveautés là-dedans. Et puis pour se faire un petit peu plaisir aux yeux, il y a aussi quelques concours photos qui ont donné des résultats vraiment magnifiques. On regarde tout ça dans les MPR News, c'est parti. Et on commence par le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Tamron pour le troisième mois consécutif. Donc merci beaucoup Tamron de rendre ces MPR News possibles. Et ce mois-ci, on va parler des promos, des offres promos de chez Tamron. Vous avez la liste ici, on y revient un petit peu plus tard. C'est pour les objectifs pour appareils photo Sony en particulier, mais il y a quelques autres offres. On détaillera tout ça au milieu de la vidéo. On attaque avec les photo news. Alors, première photo news, c'est un concours qui est le Scuba Diving Photo Contest. Donc, comme son nom l'indique, c'est un concours photo de photos sous-marines. Et on a des photos absolument dingues. Alors, moi, vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais j'aime énormément, je suis vraiment impressionné par les photos sous-marines. Je sais que c'est techniquement assez difficile, et puis c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et donc ça me plaît énormément. Donc, quelques petites illustrations de ceux qui ont remporté des prix dans ce concours-là. Donc cette espèce d'énorme, alors je sais pas ce que c'est cet animal, c'est une sorte de requin, je crois, un requin-baleine, ou un autre type de requin, je sais plus, avec énormément de poissons à l'intérieur. On a aussi des magnifiques photos comme ça, quasi macro. Enfin voilà, il y a des créatures absolument dingues qu'on soupçonne pas, et je trouve ça absolument magnifique. Donc je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description, comme ça vous pouvez aller voir les photos qui ont remporté des prix dans ce concours-là. Un autre concours photo, c'est le Weather Photographer of the Year. Alors bon, faites pas gaffe au nom des concours qui sont toujours les Best Photographer, Photographer of the Year, etc. Mais pour moi, ce qui compte, c'est surtout la thématique de chaque concours. Donc là, on est la photo sous-marine, maintenant on est sur la photo de météorologie, donc phénomène météorologique, qui est organisé par la Royal Meteorological Society. Et là, encore une fois, on a des photos vraiment splendides. Donc, celle qui a gagné le meilleur prix, d'ailleurs, c'est cette photo du pont de Brooklyn, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un pont très connu à New York. Il me semble que ça relie l'île principale à Brooklyn. Et sous le blizzard. Et donc, qui est vraiment magnifique. On a aussi cette photo qui est prise en Russie sur le lac Baïkal avec ces espèces de blocs de glace qui sortent comme ça du lac, qui sont vraiment qui prennent un bleu absolument dingue parce que ça fond ensuite et ça vient les lisser. On a aussi des photos comme ça qui sont prises dans des plantations de thé. Donc voilà, des photos vraiment magnifiques. Et puis vous avez un petit florilège. Allez toutes les voir, franchement c'est vraiment magnifique. Pareil, les liens dans la description. Ensuite, on a le Aerial Photography Awards, donc là, comme son nom l'indique, lui aussi, c'est un concours de photographie aérienne, donc essentiellement photographie au drone, mais ça peut être aussi pris d'avions ou d'hélicoptères, etc. Et là, encore une fois, on a des trucs absolument dingues, comme cette photo qui, à mon avis, est prise à Santorin, je suppose. Non, oui, si, c'est ça, c'est Santorin, celle où il y a toutes les maisons blanches, j'imagine. Sinon, vous êtes les premiers à me corriger dans le chat. Cette photo-là qui est aussi splendide d'un lac en Allemagne qui est en train de se dégeler, et donc ça crée des contrastes et des couleurs absolument folles. Et puis celle-là avec les tours jumelles de Kuala Lumpur en Malaisie, on a vraiment l'impression qu'il y a un effet miroir, alors qu'en fait, en réalité, même pas, quoi. Donc c'est vraiment magnifique. Et puis cette structure qui ressort, je sais pas où elle a été prise, celle-là, mais vraiment magnifique. Ah, il y en a encore une, attendez. Celle-là, elle est super graphique aussi, je trouve. On dirait limite un vaisseau spatial, quoi. Voilà, donc c'est tout pour les petits concours du mois. Vraiment des belles photos. Je vous mets tous les liens, allez les voir, vous allez vous régaler les pupilles. J'allais dire vous régaler les papilles, mais en fait on va se régaler les pupilles. Adobe a fait énormément d'annonces. C'est la période de l'année où Adobe donne sa grosse conférence, l'Adobe Max conférence, qui est totalement en ligne cette année. Et donc, déjà, pour Photoshop, le remplacement du ciel arrive sur Photoshop. Alors bon, ça passe un petit peu incognito dans la communauté des photographes, parce que c'est vrai que Photoshop, pour les photographes en tout cas, est utilisé par des personnes qui, généralement, travaillent beaucoup leurs photos, et pour qui remplacer un ciel n'est pas forcément leur premier objectif. Mais il y a quand même pas mal de gens qui utilisaient Photoshop pour remplacer le ciel avant. Avant, c'était quelque chose qui était très technique et très difficile. Maintenant, c'est tout automatisé. On peut choisir son ciel, on clique, et hop, ça le remplace. Ça a l'air de marcher à peu près aussi bien que sur Luminar.
La question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de cieux disponibles, du coup, notamment avec Adobe Stock, qui du coup donne accès à des millions de photographies. Est-ce qu'ils vont réutiliser les photos d'Adobe Stock pour qu'on puisse avoir une banque de données énorme? Là, ça ferait une grosse différence par rapport à Luminar, pour lesquels on a une dizaine de cieux, et puis ensuite, il faut racheter des packs si on veut en avoir plus. Donc ça peut être un gros avantage pour les gens qui aiment bien changer leur ciel. Moi, vous savez que c'est pas ma came du tout. Et puis Adobe donc s'est lancé à fond dans l'intelligence artificielle. Là, on voit aussi la réponse à Luminar. Je pense que Luminar les a un petit peu secoués parce qu'Adobe, ça fait des années qu'ils ont des technologies comme ça. Avec leur système de deep learning qui s'appelle Sensei, la technologie Sensei. Ils avaient fait plein de démonstrations dans les Adobe Max des années précédentes, mais sans vraiment trop implémenter les résultats dans Photoshop. Et là, ils ont sorti une série de filtres, ils appellent Neural Filters. C'est encore en anglais pour l'instant dans le menu, hein. C'est disponible, hein. D'ailleurs, si vous mettez à jour votre Photoshop, vous les avez. Et là, par exemple, ça permet de faire tout un tas de retouches sur un portrait, notamment sur le traitement de la peau, qui est plutôt bien fait, et puis après on peut doser, etc. Ça permet aussi de changer le style d'une photo, ça c'est un petit peu kitsch, mais on peut par exemple prendre une photo et lui donner le style d'un tableau de Mondrian, d'une image, enfin voilà. On peut aussi se faire vieillir, vous savez, comme les applis qu'on a sur les smartphones, on peut changer l'âge de la personne, oui bon, c'est un peu gadget, mais c'est impressionnant quand même à regarder. On peut changer l'angle d'un visage. Si quelqu'un était en train de regarder par là, on peut le faire regarder comme ça. C'est assez impressionnant aussi, mais c'est pas parfait dans les contours. On peut aussi changer les émotions, faire sourire quelqu'un qui n'est pas en train de sourire, etc. Donc voilà, tout ça, c'est plutôt des petits gadgets. Ça montre un petit peu les possibilités qu'Adobe est capable de mettre dans ses logiciels. Mais je pense que ce sera quand même relativement peu utilisé par les pros, on va dire. À part peut-être, je pense, la partie émotion, notamment pour les photos de groupe. Vous savez, quand vous faites une photo de groupe, il y en a toujours un qui a une tête un peu bizarre, etc. Si c'est une photo où les gens sont un peu petits, on peut peut-être aller lui donner un petit rictus, un truc comme ça. Mais il ne faut pas trop tirer parce que sinon ça fait une tête un peu bizarre. Mais voilà, essayez ça, c'est très fun. Est-ce qu'ensuite ça va être beaucoup utilisé? Ça, je ne sais pas. Voilà un petit exemple du type de remplacement de ciel qu'on peut faire sur Photoshop. Pour Lightroom, alors Lightroom a sorti sa version 10 et on a maintenant des outils colorimétriques avancés qui sont arrivés, qui sont très inspirés de Lumetri pour ceux qui connaissent Premiere Pro, qui font du montage vidéo. Donc Lumetri, c'est le principe, on a 3 roues chromatiques et ces roues-là permettent de régler les tons moyens, les hautes lumières et les basses lumières. Et donc en fait ça permet par exemple de faire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait avec le virage partiel, mais en beaucoup plus précis. C'est-à-dire qu'on va dire les hautes lumières je veux leur donner telle tonalité, les basses lumières telle tonalité, puis les tons moyens telle tonalité. Et on est vraiment hyper précis parce qu'on peut choisir exactement sa teinte. Et puis on peut ensuite régler la puissance, on va dire, de chaque couleur. Donc c'est assez précis, donc c'est bien pour les gens qui veulent retravailler leur couleur. Et puis quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, il y a plein d'autres nouveautés, mais celle-là j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on peut enfin faire un zoom progressif. Donc c'est-à-dire que jusqu'à présent on avait différents niveaux de zoom qui étaient imposés, et là maintenant, juste en utilisant, alors je crois que c'est la touche majuscule et la molette, on peut, mais que dans le menu développement, on peut zoomer exactement au niveau de zoom qu'on a envie. Et avec CTRL et la molette, on peut cette fois-ci faire un petit rectangle et touc, ça nous met directement l'intérieur du rectangle en plein écran. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont très puissants et très intéressants quand on veut vraiment travailler sur cadrage ou travailler exactement sur une zone précise. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est disponible uniquement si vous avez activé l'accélération matérielle avec le GPU, avec la carte graphique. Donc voilà un petit peu les petits trous chromatiques dont je vous parlais, avec les tons moyens, les ombres, les lumières. Pareil, c'est en anglais pour l'instant, ça s'appelle Color Grading. Je pense qu'ils vont le traduire dans une prochaine mise à jour. Ensuite, ON1, qui est un autre logiciel de traitement de photos. Donc ON1 a sorti un logiciel qui s'appelle ON1 Portrait AI, donc Artificial Intelligence, qui est une appli indépendante de ON1 Photo Raw, qui est le programme complet. Donc vous pouvez, si c'est que le portrait qui vous intéresse, aller voir aussi cette version-là. Et puis sinon, si vous avez aussi la possibilité d'acheter ON1 Photo Raw avec le portrait AI qui est intégré à l'intérieur, et puis d'autres nouveautés. Et on s'en sort pour 8$ par mois pour cette série-là. Ensuite, Luminar AI, Luminar, on les connaît pour l'intelligence artificielle. Ils sont en train de teaser à mort en ce moment leur prochain logiciel qui va sortir pour la fin de l'année, qui s'appellera du coup Luminar AI, donc ce ne sera pas Luminar 5.
J'ai d'ailleurs demandé à Luminar, ils m'ont dit que les deux logiciels, Luminar 4 et Luminar AI, sont prévus pour cohabiter. Donc en fait, ce sera deux offres différentes. Je devrais pouvoir le tester très rapidement, Luminar AI, dès qu'il sera disponible en bêta pour les testeurs, justement. De ce que j'ai cru voir, moi, dans la philosophie, de ce que j'ai cru comprendre, Luminar 4, on est encore dans un workflow de photographe, où c'est-à-dire, on fait nos réglages fins, et si on veut, on a un petit peu d'intelligence artificielle pour venir soit se simplifier les tâches, soit aller plus vite, etc. Luminar AI, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a en premier, c'est tout ce qui est d'intelligence artificielle. On fait tac, on clique sur un bouton, on clique sur un autre bouton, et après, si on veut, on peut aller peaufiner deux, trois petits trucs. Donc en fait, la philosophie est plutôt retournée. Dans les nouveautés qui sont intégrées, on peut maintenant intégrer du remplacement de ciel dans un reflet, c'est-à-dire si vous avez un lac, et ben non seulement ça va changer le ciel dans le ciel, mais ça va aussi le changer dans le lac. On peut aussi changer la couleur des yeux. On a aussi maintenant on aura aussi un système de composition AI, donc c'est-à-dire une intelligence artificielle qui va recadrer et recomposer votre photo pour vous. On va voir si ça va marcher ou pas. Et puis, ça va même jusqu'à vous présélectionner des presets qui seront adaptés à votre photo. C'est-à-dire que on a régulièrement des centaines de presets de pré-réglage. Et là, selon le type de photo, Luminar va reconnaître, tiens, il s'agit d'un paysage avec un coucher de soleil. Pour ces trucs-là, en général, on vous recommande ces 5 ou 10 presets-là. Plutôt que de devoir scroller et aller chercher dans les portraits, dans tous les trucs, il va vous mettre les bons presets, enfin ceux qui sont le plus recommandés. Donc on part vraiment de plus en plus vers un workflow où l'idée c'est d'aller super vite, de traiter très rapidement les photos. C'est vraiment tout à l'opposé des logiciels comme DxO Photolab par exemple, où là l'idée c'est d'aller plus précisément dans sa photo et d'aller faire exactement ce qu'on veut. Je pense qu'il y a de la place pour tous ces types de logiciels là, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Voilà, donc Luminar sera disponible, et déjà disponible en précommande maintenant, pour 74 €, Luminar AI. Ensuite, autre chose un petit peu différent, c'est Analog Wonderbox. C'est pour nos amis qui aiment l'argentique, donc Nicolas Petit, si tu nous regardes. C'est un système de box par abonnement pour les fans d'argentique. Qui du coup va vous envoyer une box avec des pellicules, des pins, des petits trucs, des petits goodies de gens qui sont accros à l'argentique. C'est quelque chose qui est proposé, si je dis pas de bêtises, sur un site de financement participatif. En tout cas, je vous le mets en lien dans la description. Et c'est anglais, et il livre un petit peu partout dans le monde. Et parce que je sais qu'on va me le dire, mais en France, on a quand même un système un petit peu similaire qui s'appelle boxargentique.fr et qui permet de recevoir des pellicules différentes un peu tous les jours, tous les mois, pour pouvoir tester justement de nouveaux types de films. Donc voilà un petit peu le genre de truc à quoi ça ressemble. Et là, ça fait bling 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 dans la tête des photographes argentiques. DxO Photolab 4, on en parlait, DxO Photolab 4 est sorti, ça y est. Qu'est-ce qui a été changé dans DxO Photolab 4? Meilleure ergonomie. Ça c'est pas mal parce que l'ergonomie c'était un petit peu le point faible de DxO Photolab 3. On a maintenant des menus qui sont bien mieux organisés, qui sont organisés par type de catégorie. On a même un menu favori dans lequel on peut mettre les choses qu'on utilise le plus souvent, donc ça c'est plutôt pas mal. Quelques améliorations qui permettent en gros à DxO Photolab de rattraper un petit peu son retard sur les autres, c'est-à-dire qu'on peut renommer les photos par lot, on peut faire un copier-coller sélectif, c'est-à-dire que vous allez prendre une photo et vous allez dire je veux copier le recadrage, la suppression de défauts, le machin, enfin 5-6 trucs, et ces choses-là que je vais sélectionner, je vais les coller sur d'autres photos, mais par contre je veux pas coller, j'en sais rien, changement de couleur, quoi, ou la balance des blancs. Donc ça c'est bien. La grosse nouveauté de DxO Photolab 4, c'est DxO Deep Prime. Alors encore une fois, de l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, DxO se base sur son énorme base de données de tests d'objectifs, de boîtiers et de couple boîtier-objectif. Il faut savoir que DxO s'est séparé de DxOMark. Vous savez, c'est deux entités vraiment différentes maintenant. Et j'en ai parlé un petit peu avec les gens de DxO. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, DxOMark, de leur côté, ils testent plus beaucoup de matériel photo. C'est essentiellement, ils sont partis sur les smartphones, etc. Mais en fait, pendant ce temps-là, chez DxO en France, ils continuent de tester les boîtiers, les objectifs, quasiment tous les produits qui sortent. Et on le sait pas trop en fait, parce qu'on a tendance à associer cette activité-là à DxOMark, alors qu'en fait, DxO continue à le faire. Et c'est assez impressionnant, et notamment sur la gestion du bruit. Les amis, DxO avait déjà une avance là-dedans, mais là ils sont en train de prendre 4 trains d'avance, quoi. Alors le gros avantage, c'est que ça utilise
justement les couples au boîtier objectif qui ont été testés mais depuis des décennies, donc vous pouvez ressortir des vieilles photos et traiter du bruit sur des photos que vous avez faites il y a 10 ans, 15 ans, donc ça c'est vraiment vraiment chouette. Ça joue beaucoup sur les arrière-plans, ça marche très bien sur les hauts ISO aussi. Je vous montre juste après. En termes de prix, la version Elite est à 150 €, mais si vous faites la mise à jour, c'est 70 €. Et en ce moment, là, vous avez moins 30%, c'est l'offre de lancement de DxO. Et un petit exemple de ce que ça donne justement, je me suis amusé, parce qu'en fait voilà, quand on communique sur les news photos comme les MPR News comme ça, je reçois des communiqués de presse de différentes entreprises, et donc DxO m'a envoyé leurs photos, leurs tests, etc. Mais moi j'aime bien le tester moi-même sur mes photos. Donc j'ai testé la réduction du bruit sur Lightroom 10, Luminar 4, DxO Prime de base et le DxO Deep Prime. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, sur Lightroom 10, pour moi, c'est pas trop mal. On a un petit peu de grain qui ressort. C'est une photo qui a été prise à 6400 ISO, hein, donc ça vous donne quand même une idée. Luminar 4, pour moi, est totalement à la ramasse. Alors, je vous dis là, j'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit le résultat qui me plaisait le plus en termes de détails visibles et de réduction de bruit, le bon équilibre entre les détails visibles et la réduction de bruit. Pour moi, Luminar 4 est à la ramasse, ça crée vraiment du grain, on a l'impression que la photo a été prise au smartphone. DxO Prime était déjà excellent, on voit encore un petit peu de grain, évidemment, c'est une photo à 6400 ISO, mais les détails sont bien mieux retenus. Regardez un petit peu cette zone-là, par exemple, si vous regardez ici, on a beaucoup plus de détails, mais alors avec DxO Deep Prime, c'est juste hallucinant parce qu'on peut quasiment enlever le bruit. Et là où c'est le meilleur, c'est dans le ciel en particulier, on n'a plus rien du tout, et on maintient du détail. Regardez un peu par exemple ces étoiles là. Ici les deux petites étoiles elles se perdent dans le ciel. Ici elles sont plus très visibles, mais ici elles ressortent toujours très bien. Et pareil dans la montagne. Donc c'est vraiment vraiment impressionnant en termes de réduction de bruit. DxO est en train de prendre une fusée d'avance quoi. Ensuite, un petit coup de pouce pour un financement participatif, ça s'appelle Perfect Card, c'est un jeu de 54 cartes avec dedans les réglages de base, on va dire, pour facilement régler son appareil photo sur place. Alors par exemple, vous faites une photo de Voie lactée, vous voulez faire une photo de cascade, vous voulez faire un portrait, vous voulez faire une photo de sport. Et ce qui est assez intéressant, c'est que non seulement ça donne les réglages, on va dire, du triangle d'exposition, voilà, donc à quel type de vitesse faut se mettre, etc. Mais ça donne aussi le mode autofocus, le type de mode, est-ce que faut vous mettre en manuel, en priorité vitesse, etc. Donc ça donne tous ces petits détails annexes et c'est vraiment plutôt pas mal. Alors bon, pour beaucoup de photographes n'en ont pas forcément besoin, mais si vous débutez et que vous avez besoin d'un truc qui vous donne des petits réglages de base, avec lesquels vous pouvez jouer évidemment ensuite, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc moi je l'ai soutenu et puis je pense que je l'utiliserai pour les stages photo. Je pense que ce sera assez intéressant de pouvoir utiliser ça comme support justement pour discuter de ce qu'on veut faire. Typiquement, tiens, on arrive sur une cascade, voilà un petit peu les réglages habituel qu'on donne sur la cascade. Maintenant, si on sort de ces réglages, qu'est-ce que ça fait? Si on fait une vitesse plus rapide, si on change l'ouverture, etc., etc. Donc je pense que ce sera un support qui sera plutôt intéressant. Donc c'est dispo sur Ulule, je vous mets le lien en description et c'est 25 € si vous voulez le jeu de cartes. Ensuite, un jeu vidéo, quelques jeux vidéo qui sont sortis sur Steam, typiquement pour les photographes, que je trouve assez marrant. C'est gratuit d'ailleurs, et ça a été développé par un étudiant. Et le principe, c'est que vous vous baladez dans un décor, mais qui est photoréaliste, c'est-à-dire que ce sont des décors qui sont simulés par ordinateur, mais on a quasiment l'impression d'être dans un monde réel. Et donc, cette personne qui a créé ça, a recréé différents environnements. Donc vous avez Castle Rock Beach qui est en Australie, vous avez Myrdalsandur qui est en Islande, et puis Fushimi Inari qui est au Japon. Et donc vous vous baladez dans ces environnements, vous faites des photos, il n'y a pas tellement de buts, mais je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Et puis il y a aussi la Nouvelle-Zélande qui est le seul qui est payant, mais qui coûte 3,50 € pour vous donner un petit peu une idée. Voilà à quoi ça ressemble quand vous êtes par exemple dans le jeu. Donc vous baladez, vous n'êtes pas toujours dans cette interface là, mais il y a des moments où vous pouvez vous mettre dans l'interface appareil photo, prendre quelques photos, et puis je crois qu'il y a des mini petites quêtes par endroit, mais voilà, c'est très sympa. On passe aux news MPR et on commence avec Tamron et c'est donc ces offres spéciales qui sont valables jusqu'au 31 octobre chez des revendeurs agréés. Alors revendeurs agréés, chez Tamron, pour le coup, là, selon les offres, c'est pas les mêmes revendeurs. Alors, vous avez une base commune, on va dire, donc si vous allez chez Camara, si vous allez chez Image Photo, un peu partout, globalement, vous avez toutes les offres disponibles là-bas. Mais par exemple, Miss Numérique ou Digit Photo, ils sont disponibles sur certaines offres et pas sur d'autres. Donc, allez voir dans ce cas-là sur les pages Tamron que je vous mets dans la description, et vous avez un petit PDF qui vous dit si votre revendeur prend cette promotion ou pas.
Et donc voilà, première promo, première offre spéciale, c'est que vous avez 100 € de remise sur le 17-28, l'excellent 17-28, moi c'est celui que j'utilise, f2.8 pour Sony. Voilà, pour moi, de loin le meilleur rapport qualité-prix en termes d'ultra grand angle pour Sony. Le 28-75 qui est très très bon aussi, 50 € de remise en ce moment. Et puis 50 € de remise sur la trilogie des focales fixes 20 mm f2.8, 24 f2.8, 35 f2.8. Donc voilà, des promos qui sont plutôt pas mal si vous considériez vous offrir un de ces objectifs-là pour Noël. Ensuite, il y a une autre offre spéciale en ce moment sur le 24 mm f2.8 à 50% de remise si vous achetez cet objectif avec un boîtier. Voilà. Et puis la dernière, c'est le 35 mm f1.4, 100 € de remise aussi. Donc voilà un petit peu les différentes offres. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez les voir, disponibles chez les revendeurs agréés. Voilà. Petit retour sur le voyage photo dans le stage photo dans le Jura. C'était donc l'organisation de mon premier stage photo officiel, ça y est. Bon, je ne vais pas vous le cacher, j'ai adoré faire ça. Et en plus de ça, j'avais vraiment une bonne bande de photographes. Donc j'ai 4 photographes avec moi. Et on a passé vraiment 4 jours excellents. J'ai fait une vidéo live de retour sur mon Instagram, donc vous pouvez aller voir sur l'Instagram de mon petit réflexe. Mais franchement, c'était top. On est allé dans des endroits magnifiques, on avait des belles couleurs dans les feuilles, etc. Alors on n'a pas eu énormément de chance sur le météo. On a eu pas mal de nuages, pas mal de pluie, mais ça nous a créé par moments des ambiances absolument magiques, quoi. Donc voilà, aucun regret, et je pense que les photographes aussi étaient très 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 contents de ce stage. En plus de ça, on a bien mangé, on a bien dormi, on était dans des bons restos, des bons hôtels, et c'est important parce que quand on se prend trois rafales de pluie d'affilée, quand on rentre, on a besoin d'être bien et de reprendre des forces. On s'est fait des sessions de retouche photo jusqu'à minuit tous les soirs, à la fin on était claqués, mais voilà, c'était vraiment 4 jours 100% photo, en bonne compagnie, on s'est marré comme des fous, c'était vraiment excellent. Donc voilà, pour moi ce que ça veut dire, c'est je vais en refaire, c'est certain, parce que j'ai adoré ça. Et le prochain stage qui est prévu au programme, ce sera pas le même, ce sera un stage totalement nouveau, et surtout sur un concept, je sais pas si ça va vous plaire en fait, je sais pas si ça va marcher, mais j'ai envie de le proposer quand même. C'est-à-dire que le premier stage dans le Jura était un stage, on va dire, plutôt classique, des spots sur lesquels je vous emmène aux meilleures heures de la journée, on va photographier là-bas, puis on apprend les différentes techniques sur place, et puis après on revoit nos photos, etc. Là, pour le prochain, l'idée c'est d'aller faire vivre une aventure pendant 4 jours dans le Haut-Jura, en hiver, quand il y a de la neige partout. Donc on va y aller fin janvier, donc au moment où il y a le plus de chances d'avoir de la neige. Normalement ça devrait le faire, parce que dans le Haut-Jura on est à plus de 1000 mètres d'altitude dans cet endroit-là. C'est dans l'un des coins les plus sauvages du Haut-Jura. Pour vous donner un petit peu une idée, notre camp de base, ce sera un refuge qui est sur la commune d'un petit village qui doit avoir quelques centaines d'habitants à peine, qui déjà, quand vous êtes dans le village, vous avez l'impression qu'il n'y a personne et vous êtes paumé quand vous êtes en hiver. Et ce refuge, il est à 4 km du village et il faut traverser la forêt pour y aller. Et donc, juste pour vous dire un petit peu l'expérience, on arrive le vendredi soir. Et vendredi soir, on va faire ces 4-5 km en raquette dans la neige de nuit à la frontale pour rejoindre le refuge. Et ensuite, on passe donc ces 4 jours là-bas. Et l'idée, c'est qu'on aille faire des sorties en raquette et qu'on aille faire des photos dans la neige, en raquette, dans ce magnifique coin du Haut-Jura qui est hyper joli, hyper sauvage. Et voilà, moi j'ai vraiment hâte de vous emmener là-bas. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un endroit que j'ai peu photographié. Et donc je peux pas vous garantir qu'on va aller sur des spots photos incroyables. Là l'idée c'est plus qu'on vive une aventure ensemble entre photographes. Donc évidemment quand on va sortir on aura tous nos appareils photos, on va évidemment faire des tas de photos, mais je peux pas vous garantir qu'on va avoir tel spot. Donc ce qui est sûr c'est qu'on va se balader dans les magnifiques vallons enneigés, on va aller dans les forêts du Jura qui sont vraiment magnifiques, on va aller sur des crêtes. J'ai repéré quelques crêtes qui ont des magnifiques lignes de fuite, etc. Donc on devrait avoir de toute façon des belles compositions, ça y a pas de souci. Et puis on sera accompagné avec un guide naturaliste qui est du coin et qui nous emmènera aussi sur les plus beaux spots, qui pourra nous expliquer plein de trucs sur place, etc. Donc voilà, je vous propose un stage photo totalement différent. Comme je vous dis, je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais allons-y, on tente le truc et puis on verra bien. Si vous êtes suffisamment nombreux à être intéressés, et ben on y va, on tente l'aventure. Mais c'est vraiment une aventure, c'est un stage qui est fait pour des gens qui ont une condition physique correcte. Il n'y a pas besoin d'être super sportif, mais il faut être capable quand même de marcher quelques heures en raquette dans la neige.
et voilà, de grimper un petit peu. Et surtout être prêt à vivre un peu l'aventure dans un truc un petit peu... voilà, un petit peu roots, on sera dans un refuge, on sera pas dans un hôtel de tout confort, etc. Alors c'est un bon refuge, hein, on sera bien, hein, mais voilà, ce sera un petit peu l'aventure. Donc je vous mets tous les détails sur le site voyagephoto.com, vous avez le lien en description, allez jeter un petit coup d'œil, et puis voilà, à vous de voir si ça vous intéresse. Petite précision Covid, évidemment, comme vous savez, en ce moment, ça empire de semaine en semaine, même de jour en jour. Comme d'habitude, de toute façon, avec Voyage Photo, si jamais il y a des restrictions qui font que le voyage ne peut pas se faire, vous serez intégralement remboursé, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si ça peut se faire, de toute façon, je vous dis, comme c'est réservé aux personnes en bonne condition physique, de toute façon, c'est déjà un peu moins risqué. Et puis surtout, on sera vraiment enfermé là-bas. Donc, on sera enfermé en pleine nature. Donc, le risque, il est très faible, finalement, de se contaminer, à part entre nous. Je ne sais pas si jamais, par exemple, on peut mettre en place un système où on se fait tester tous avant d'y aller. Voilà, on en discutera entre nous de toute façon. Mais pour moi, l'idée, c'est qu'on y aille en toute sécurité, et si ça ne peut pas se faire en toute sécurité, de toute façon, le stage ne se fera pas. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sans crainte, et puis si jamais ça doit s'annuler, ça s'annulera, mais il faut aussi qu'on continue de planifier des choses, parce que si on arrête tout, on arrête tout et ça va pas. Voilà. Nouvel événement sur la Ligue des photographes. Alors ça va être pour combler un petit peu le manque du salon de la photo. Alors quand je dis c'est le manque du salon de la photo, c'est pas que je suis absolument triste que le salon de la photo ne se fasse pas. Mais comme vous le savez, pour moi depuis plusieurs années, le salon de la photo c'est un peu une excuse pour retrouver tous les copains photographes, se faire des bonnes fêtes ensemble et puis parler photo pendant 2 jours avec plein de passionnés. Et donc du coup, cette année on va le faire online sur la Ligue des photographes sur Twitch. Et donc pendant 2 jours, on va être un paquet de photographes à se succéder et à faire des conférences, des débats, des discussions, des retouches photos, etc. De la culture photo, voilà, ça va être vraiment super cool. Il y aura tous les styles de photos, on en a qui font des photos de portrait, on a des photos de paysage, photos d'architecture, on a de tout. Donc ça va être vraiment très très cool. Donc connectez-vous, ça se passe les 7 et 8 novembre 2020 sur la chaîne Twitch de la Ligue des photographes, comme d'habitude, les liens dans la description. On passe aux news matos. Et alors, première grosse nouvelle, grosse annonce, Nikon Z6 II et Z7 II. Donc ce sont des appareils photo plein format 24,5 mégapixels et 45,7 mégapixels, en monture Z donc, où en fait Nikon a corrigé l'essentiel je vous montre un petit peu l'appareil quand même, vous voyez. Donc voilà un petit peu le bestiau. Donc Nikon a corrigé l'essentiel des choses qu'on leur avait reproché sur leur première version. Ils ont mis 2 slots de carte SD, un pour un XQD et un pour une carte SD. En termes de rafale, on est à 14 images par seconde pour le Z6 et 10 images par seconde pour le Z7 et un meilleur buffer. La vidéo est en 4K 60 images par seconde. On a un meilleur autofocus en vidéo et on a la possibilité maintenant de mettre un grip. Prévu pour fin 2020, au prix de 2200 € pour le Z6 II et 3400 € pour le Z7 II. Alors par rapport à ce que je vous disais en tout début de vidéo, pourquoi je dis qu'on arrive un peu au bout de l'innovation? C'est que quand on regarde cet appareil-là, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'absolument différent de ce qui se faisait avant. Nikon a juste, entre guillemets, comblé les lacunes de sa première version. Mais quand on regarde aussi les caractéristiques techniques, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose que ça, en fait? Si on a un bon budget, là on a un appareil absolument parfait qui peut tout faire, extrêmement bien. Donc est-ce qu'il y a encore de la place pour innover? C'est une vraie question que je me pose. Et vous allez voir que sur les autres boîtiers qui sont sortis, il y a quelques idées un petit peu nouvelles pour certains, mais on est encore aux prémices de la prochaine vague d'innovation. J'ai l'impression que cette vague d'innovation-ci, celle où on mettait un peu plus de mégapixels, si on met un peu plus de puissance dans les appareils photo, etc., on arrive un petit peu au bout, parce que ce soit en vidéo ou en photo, on a vraiment à peu près tout ce qu'on veut sur chacun des appareils. Après, c'est vraiment du chipotage, quoi. Fujifilm a annoncé le XS10, qui est donc un boîtier APS-C, 26,1 mégapixels avec un capteur X-Trans stabilisé. Ce qui change un petit peu par rapport à d'habitude, c'est que Fuji a sorti un design beaucoup plus standard, différent de ce qu'ils font habituellement. Habituellement, vous savez, on a des molettes pour régler les ISO, pour régler l'ouverture, etc. Donc des molettes avec plein de détails dessus, qui donnent un effet un petit peu ancienne photo ou ancien appareil photo très, très manuel, très organique. Et là, on a une roue des modes, on a d'autres roues qui ne sont pas affectées. En fait, on peut les personnaliser et les affecter à la compensation de l'exposition ou à ce qu'on veut. Mais on a quelque chose de beaucoup plus classique de ce qui se fait ailleurs. Je trouve ça plutôt intéressant.
parce que Fujifilm s'enferme pas forcément uniquement dans sa catégorie, donc il tente des choses un petit peu différentes. On a un écran sur rotule, comme vous avez pu le voir. On a un grip qui est plus profond aussi, donc on n'est pas forcément sur un petit boîtier comme c'est le cas de la plupart de leurs autres boîtiers. Et alors en termes de vidéo, on est à 4K 30 images par seconde, et il peut filmer en Full HD à 250 images par seconde. Il sera disponible fin novembre pour 1000 € et 1100 € avec un objectif kit. Pour moi, ça montre que Fujifilm est en train de se rendre compte que, enfin, peut-être qu'ils s'en étaient rendus compte depuis un moment, mais que en fait, le créneau de la PSC de qualité, c'est-à-dire vendre des appareils photo APS-C à des gens qui n'ont pas besoin de plein format et pour qui la PSC est largement suffisant, eh ben, il y a vraiment un créneau, et Fujifilm aujourd'hui est clairement le mieux placé sur ce créneau-là, parce que ils sont à peu près les seuls à prendre très au sérieux, ils sont les seuls à prendre au sérieux la commercialisation d'objectifs spécifiques dédiés à la PSC, de très bonne qualité. Et parce que quand on regarde, Canon, Nikon, Sony, ils sont à fond sur le plein format, ils font des excellents boîtiers plein format, etc. Mais la PSC, on a l'impression que c'est un peu le parent pauvre. Et donc, soit on doit acheter des objectifs plein format qui sont du coup surdimensionnés pour un boîtier PSC, soit on doit se contenter d'objectifs qui sont généralement moins bons, moins qualitatifs, à part si on prend un peu de Sigma ou de Tamron à côté. Donc voilà, je trouve le positionnement intéressant et qui se dit, en fait, on est un peu leader là-dessus, donc ouvrons-nous aussi aux canonistes, aux nikonistes en leur proposant un boîtier plus standard qui correspond plus à ce qu'ils aiment d'habitude. Pourquoi pas? Je trouve que c'est plutôt malin de la part de Fuji. Canon a annoncé le EOS M50 version 2, donc là aussi on est sur un APS-C, 24,1 mégapixels en monture EOS M, donc Canon aujourd'hui a deux montures en fait en réalité, une monture spécifique pour les APS-C et une monture spécifique pour les pleins formats. C'est du mirrorless évidemment, ils ont intégré la technologie autofocus sur l'œil, on peut filmer en 4K 24 images par seconde et il y a un meilleur autofocus en vidéo, disponible fin novembre pour 700 $ en kit. Voilà, donc encore une fois, c'est une bonne offre de base, hein, mais comme je vous disais, on est assez limité en termes d'objectifs dans la série Canon EOS M, et clairement, il n'y a pas beaucoup d'annonces de nouveaux objectifs dans cette catégorie-là. Canon, il va vraiment tout doucement, donc voilà, c'est bien pour vous si vous voulez un truc simple qui marche bien. Canon, en termes d'ergonomie, c'est reconnu depuis des années, ça fonctionne bien. Mais voilà, faites attention aux objectifs, regardez ce qu'il y a disponible et sachez que vous ne pourrez pas les étendre à l'infini, sauf à mettre un adaptateur. Voilà un peu à quoi ressemble ce petit Canon EOS M50 version 2. Zeiss, là on attaque une nouveauté intéressante. Alors, Zeiss avait annoncé un boîtier il y a 2 ans déjà, le ZX1, qui est un boîtier plein format, 37 mégapixels, avec un objectif 35 mm f2 fixe. Ça, c'est la petite chose un petit peu bizarre. Donc, si ça vous va comme focale, très bien. Mais on ne peut pas changer, quoi. Vous êtes coincé à 35 mm. Et ce qui est un petit peu différent, c'est que ils ont pas mal innové. Ils ont innové sur le fait que, par exemple, on ne mettait pas de carte à l'intérieur. C'est 512 Go de mémoire SSD à l'intérieur. Ça fonctionne sur un système Android. Et donc, vous avez Lightroom qui est intégré directement dans l'appareil photo. Et donc, l'idée de Zeiss sur ce créneau-là, c'est de dire, vous prenez vos photos, vous faites vos retouches, vous pouvez même les partager directement parce que c'est un Android, donc tout est intégré. Et je trouve ça plutôt intéressant. Pour moi, ça fait partie de ces boîtiers qui sont un peu pionniers, qui testent quelque chose de nouveau. Alors, il y a déjà eu des boîtiers Android, hein, mais c'était souvent des trucs un peu bas de gamme et tout. Donc, ils testent un petit peu un nouveau segment, des nouvelles innovations pour voir si la sauce prend. Mais on est sur un boîtier qui est loin d'être grand public. C'est pas objectif interchangeable. Et puis surtout, en termes de prix, on est à 6 000 $. Et là, j'ai... Quoi? 6 000 $, c'est énorme. Je veux dire, même à 2000, c'était cher déjà. Donc je trouve que c'est un peu dingue. Mais voilà, si ça vous intéresse, les précommandes sont disponibles sur B&H aujourd'hui, donc le site américain. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble, ce petit boîtier qui a une esthétique assez propre, on va dire. Et en fait, le design ici, avec le petit angle là dans le grip, vous permet aussi de le poser, un petit peu comme un smartphone. Vous le posez sur votre table et vous pouvez du coup travailler votre photo directement là-dessus. Alors c'est un tout petit écran, mais pour les gens qui veulent partager rapidement, c'est un petit peu ça qui me gêne en fait là-dedans aussi. C'est que pourquoi pas l'idée effectivement de dire ce serait cool qu'on puisse partager les photos directement depuis le boîtier. Oui, avoir Lightroom plutôt que d'avoir une appli sur un smartphone et tout, oui c'est très bien. Mais du coup,
on travaille sur un tout petit écran, et pour moi, en fait, cette envie et ce besoin de pouvoir prendre une photo et la partager très vite, il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais c'est pas des gens qui vont mettre 6 000 € dans un boîtier, en fait. Donc pour moi, je pense que ce serait bien de l'avoir, ce type de choses, sur des boîtiers entrée de gamme, des boîtiers à 500 €, à 600 €, mais de mettre ça sur un boîtier à 6 000 €, je pense que ça... Pour moi, il y a un décalage, en fait, entre entre le positionnement prix et la valeur ajoutée, qui pour moi n'est pas pour cette gamme de clients, quoi. Nikon, on passe aux objectifs. Donc Nikon a annoncé le Nikkor Z 50 mm f1.2S qui pèse près d'un kilo, 1,90 kg, 20 cm, 2500 €. Et voilà un petit peu le bestiau. Je vais vous les passer comme ça. Nikon a annoncé aussi le 14-24 mm f2.8S, toujours pour monture Z, avec des filtres de diamètre de 112 mm, énorme, 650 grammes, 12,5 cm, 2700 €. Voilà. Voilà le gros bestiau, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare sur ce type de boîtier de pouvoir mettre des filtres circulaires devant, donc sur ce type d'objectif, pardon. Tamron a annoncé le 70-300 f4.5 6.3 DI3 RXD, qui fait 15 cm seulement, 545 grammes, donc qui est tout petit, c'est le télézoom, on va dire, le téléobjectif qui va jusqu'à 300, qui est vraiment le plus petit du marché, pour appareil photo Sony, encore une fois très bien optimisé, 750 €. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, c'est assez petit. Et c'est encore une fois un beau design de Tamron, donc c'est plutôt bien réussi. Sigma a annoncé le 105 mm f2.8 Macro Art pour mirrorless, donc pour les Sony E et pour la monture L, 750 € également. Donc ce qui n'est pas super cher pour une série art de chez Sigma. Et voilà donc l'objectif. Canon a annoncé sa roadmap pour 2021, donc c'est tous les objectifs en monture RF qui vont sortir en 2021. Je ne vais pas vous les lire les uns à la suite des autres, faites une pause sur l'écran et puis vous pouvez les regarder comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qui est disponible. Fujifilm a annoncé le XF 10-24 mm f4 ROIS nouvelle version. Donc c'est la nouvelle version de l'ultra grand angle de Fujifilm, disponible en novembre pour 1000 €. Fuji, si jamais un de ces jours vous voulez que je teste un de vos boîtiers avec cet objectif, parce qu'en fait depuis longtemps je suis persuadé et je crois dur comme fer, parce que j'en ai testé beaucoup, qu'il est très difficile aujourd'hui de faire un objectif ultra grand angle qui soit bon partout, y compris dans les bords, sur un APS-C. À vous de me convaincre de l'inverse. Donc s'il y a quelqu'un de chez Fuji qui regarde cette vidéo-là, envoyez-moi un boîtier, envoyez-moi un XT4 avec un 10-24, même si c'est en prêt, que je puisse faire mes tests et que je puisse un petit peu peut-être changer mon avis, pourquoi pas. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer ça, ça m'intéresserait de tester. Et voilà un petit peu la tête du bestiau. Yongnuo annonce un 35 mm f2 pour Sony E en plein format avec autofocus, donc ça vaut le coup de le dire, avec un bouton fonction sur l'objectif. Par contre, il n'y a pas de date ni de prix qui ont été annoncés. Yongnuo, ces derniers temps, font plutôt des objectifs de pas terrible qualité, on peut le dire, mais à un prix absolument défiant toute concurrence, autour des 100 €. Donc on verra à combien ils vendent ce petit objectif-là, et peut-être qu'ils sont en train de monter en gamme, on va voir. Laowa a annoncé un objectif un peu dingue, un 14 mm f4 0 distorsion, qui est capable de faire des photos donc à 114 degrés, qui prend des fils de 52 mm, donc c'est du Laowa, c'est du tout petit, en métal, très belle construction, et avec un angle de dingue. Disponible sur les montures Leica M et L, en Canon RF, en Sony FE, en Nikon Z, 230 grammes, 6 cm, 750 €. Et voilà un petit peu le tout petit objectif, très très grand angle. Et voilà un petit peu un exemple d'image pour montrer à quel point c'est vraiment rectiligne, quoi. C'est impressionnant. Mitacon a annoncé le Spin Master 85 mm f1.2 pour Canon RF et Nikon Z. Donc c'est... pourquoi j'ai mis MF Manual Focus, pardon. Donc c'est un focus manuel. Et ça prend des fils de 77 mm, 680 $. Et voilà un petit peu la taille de la bête, si ça vous intéresse. Ensuite, Meyer Optics a annoncé le Trioplane 50 mm f2.8 version 2. Je n'ai pas noté pour quelle monture c'était disponible, je vous laisse aller voir par vous-même. Avec un très beau bokeh texturé et tournant, avec un prix très bizarre de 876,34 $. Je pense que ça va être une conversion depuis les yens ou les Deutschmark, j'en sais rien. Et voilà un petit peu le petit objectif et vraiment le type de bokeh très particulier que ça crée. Après, vous aimez ou vous aimez pas, mais c'est une option.
Seven Artisans a sorti le 35 mm f/0.95 pour APS-C. Ça peut être très intéressant pour les gens qui font du portrait, parce que ça fait un équivalent 50 mm f1.2 ou f1.4. Pour Sony E, Fuji X, Canon M, Nikon Z, micro 4 tiers avec un focus manuel et seulement 255 €. Donc s'il est qualitatif, ça peut valoir le coup. Donc voilà, la petite bête. Funleader a sorti un 18 mm f8 super mince. Ça fait la taille d'un bouchon d'objectif. Alors j'en ai pas là sous la main, mais c'est vraiment très très mince. Il fait 15 mm, donc 1,5 cm de profondeur et 80 grammes. Disponible en Sony E, Canon RF, Fuji X, Nikon Z et Leica Sigma Panasonic L pour 149 $ seulement. Mais comme c'est f8 18 mm, c'est vraiment très spécifique. C'est particulièrement intéressant si vous aimez faire de la photo de rue au grand angle. Mais vous voyez un petit peu, il est vraiment ridicule. Ça peut vous permettre de transformer votre appareil mirrorless en appareil qu'on met dans la poche. Arsenal a sorti la version 2 de son petit boîtier intelligent qu'on vient mettre sur la griffe de l'appareil photo. Il va analyser 22 paramètres pour choisir les bons réglages pour vous. Et selon leur discours marketing, ça permet de se focaliser sur la composition. Alors, c'est 250 $ sur Kickstarter. J'ai une petite image. Voilà, vous voyez, on met le boîtier là-bas et puis ensuite on prend la photo avec son smartphone. Très franchement, je suis pas fan de ces systèmes-là. Alors, j'ai pas testé non plus, mais pour moi, faire les réglages en photo, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, et surtout, ça fait entièrement partie du principe de la partie créative de la photo et du fun aussi. Il faut pas se le cacher. Et la composition, oui, c'est sûr que la composition c'est plus complexe, ça prend beaucoup plus de temps, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les réglages, c'est pas si compliqué quand on prend du temps et quand on apprend à les connaître. C'est pas si compliqué et ça s'apprend assez vite. Donc, d'avoir un espèce de mode automatique surtout en achetant un boîtier pour faire ça et du coup se détacher en pilotant avec le smartphone, etc. J'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être intégré dans les modes automatiques des futurs appareils photo. C'est-à-dire, le mode auto aujourd'hui, il est nul sur les boîtiers. Pourquoi pas rendre un mode auto qui est bon, performant, qui va effectivement analyser et dire ok, là-bas on a une montagne, là on a des oiseaux, donc je vais faire une grande profondeur de champ, mais je vais aussi faire un temps de pause qui est relativement court pour pouvoir figer les oiseaux, etc. Parce que c'est ça que fait Arsenal, hein. Il analyse un peu la scène et il va choisir les réglages en fonction de tout ça. Pour moi, ça doit être intégré dans le mode automatique d'un boîtier. Donc voilà, pourquoi pas peut-être qu'ils commercialisent cette offre, que ça soit intégré dans les boîtiers. Aujourd'hui en tout cas c'est disponible à 250 $ sur Kickstarter, le lien est en description comme d'habitude. Alice Camera, alors ça c'est un appareil photo sans écran, alors attendez, hop, je vous montre un petit peu. Hop là, pardon. Donc voilà un petit peu le type d'appareil photo, il n'y a pas d'écran derrière, vous voyez on met le smartphone à l'arrière. Alors voilà, vous voyez, c'est un plan 3D, donc on est vraiment au stade du prototype encore. Donc on utilise son smartphone en guise d'écran. C'est un système qui est basé beaucoup sur l'intelligence artificielle pour la prise de vue et l'assemblage des photos. Donc en fait, ça vient intégrer les technologies qui sont présentes dans les smartphones aujourd'hui depuis déjà quelques années. Et ça vient un petit peu intégrer ça dans le monde de la photo à grand capteur. Là, on est sur un capteur 11 mégapixels micro 4 tiers qui est stabilisé, qui peut filmer en vidéo 4K. Donc, encore une fois, c'est une offre et une avancée qui va dans le bon sens, mais on n'est pas encore sur des boîtiers haut de gamme ou des boîtiers de constructeurs réputés. C'est encore des startups qui tentent des choses. Donc, pourquoi pas, si jamais ça vous intéresse, 950 $ sur Indiegogo, je vous mets le lien dans la description. Moment propose des filtres Cinebloom 10% et Cinebloom 20% qui vont adoucir l'image. Je vous montre un petit peu. Voilà un petit peu ce que ça fait sans filtre avec Cinebloom 10%, Cinebloom 20%. Moi, quand je vois ça, ça me fait dire ouais. Et enfin, j'ai vraiment le sentiment que ça vient recréer un effet qu'on peut créer dans son logiciel de traitement de photos. On remonte un petit peu les noirs, on crée un petit peu on met un petit peu de correction du voile négatif et puis ça fait la même chose quoi. Donc pour moi on est vraiment sur le secteur et le segment des Lens Baby qui viennent faire un petit peu des modificateurs de lumière directement au moment de la prise de vue. Ça coûte 50 à 80 $ selon le diamètre du filtre. Bon voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description de toute façon. Et puis le coup de pouce de ce mois-ci pour terminer, et ben le coup de pouce est pour l'ami Pierre Boisseau, anciennement éleveur de pixels. Il a quitté son élevage il n'y a pas très longtemps pour prendre son envol. Et donc en fait Pierre maintenant sur les nouveaux formats de sa chaîne, donc si vous connaissiez les éleveurs de pixels, et ben ça a un petit peu changé maintenant.
Pierre propose des nouveaux formats, et notamment le format Explo Photo. Il va faire des sorties, pour l'instant surtout des sorties urbex, et c'est absolument génial. Il va sur des lieux urbex en Belgique, près de chez lui, qui sont extra. Les vidéos sont super bien tournées, on a des petits conseils photos ici ou là, on a des très belles photos en plus. Donc je vous incite très fortement à aller voir, là par exemple l'Explo Photo numéro 2 dans cet ancien sanatorium absolument dingue. Voilà, allez faire un tour, allez saluer l'ami Pierre Boisseau, allez vous abonner si ça vous plaît, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut les photographes, et encore merci Tamron pour le soutien pour ces 3 dernières MPR News, merci à vous d'avoir permis les MPR News de pouvoir sortir, et puis mettez des petits merci à Tamron, un petit peu de love, ça fait plaisir, et puis moi ça me permet aussi plus facilement après d'aller trouver d'autres sponsors pour les prochaines vidéos MPR News pour pouvoir continuer de vous proposer ces formats. Merci à tous, salut!